Le appartement que Léo partageait avec Maya, sa fille de 12 ans, reflétait sa nature méthodique dans chaque photographie parfaitement alignée et chaque livre soigneusement placé. Des graphiques couvraient un mur de son bureau à domicile. Des ficelles rouges reliaient des coupures de journaux et des rapports de police selon des motifs qui révélaient son besoin obsessif de trouver de l'ordre dans le chaos. Des équations mathématiques remplissaient des carnets éparpillés sur son bureau, chacune représentant une approche différente pour comprendre les schémas de comportement criminel qui avaient intrigué les enquêteurs pendant des décennies. Des systèmes de classement codés par couleur tapissaient un autre mur, contenant des profils psychologiques détaillés d'affaires non résolues que Léo avait reconstruits à partir de preuves incomplètes et de témoignages de témoins. Maya avait appris à ne pas déranger le mur pendant les séances de recherche du soir de son père, comprenant que c'était ainsi qu'il gérait son exil du travail significatif, transformant des cold cases en puzzles analytiques complexes que seul son esprit pouvait résoudre. La relation entre le père et la fille s'était approfondie pendant l'exil de Léo, créant des liens forgés par une curiosité intellectuelle partagée et une dépendance mutuelle. L'intelligence précoce de Maya, héritée des deux parents mais aiguisée par la mort précoce de sa mère d'un cancer 3 ans plus tôt, avait fait d'elle l'assistante de recherche officieuse de Léo et son encre émotionnelle. Elle s'asseyait à la table de la cuisine pour terminer ses devoirs de mathématiques avancées, tandis que Léo travaillait sur des profils criminels dans la pièce adjacente, leur concentration parallèle créant un rythme domestique paisible qui masquait l'intensité de la quête permanente de Léo pour la rédemption professionnelle. Maya comprenait que le travail de son père représentait plus qu'un exercice académique. Elle reconnaissait l'impératif moral qui le poussait à analyser les victimes oubliées dont les tueurs n'avaient jamais été confrontés à la justice. La chute de Léo avait été rapide et dévastatrice. 18 mois plus tôt, il était le principal analyste comportemental criminel du FBI. Ses supérieurs l'appelaient quand les affaires défiaient les profils conventionnels. Sa réputation pour résoudre des cas impossibles l'avait rendu indispensable aux enquêtes les plus difficiles du bureau. Ses rapports analytiques étaient étudiés à Quantico comme des exemples de pensée investigative innovante, et ses profils psychologiques avaient conduit à la capture de criminels notoires qui avaient échappé aux forces de l'ordre pendant des années. Son erreur avait été de découvrir des preuves qu'une arrestation terroriste de haut niveau avait été orchestrée pour couvrir un scandale de contrat de défense impliquant le directeur adjoint Marcus Thorne. Quand Léo avait présenté ses conclusions aux affaires internes, documentant comment les accusations de terrorisme avaient été fabriquées pour discréditer des lanceurs d'alerte qui avaient découvert des pratiques de facturation frauduleuses valant des centaines de millions de dollars, Thorne avait orchestré un assassinat de caractère. Il l'avait transféré aux archives du sous-sol tout en lançant une enquête sur sa stabilité mentale. La riposte avait été systématique et brutale. Thorne avait commandé des évaluations psychiatriques remettant en question le jugement et la compétence professionnelle de Léo, tandis que des évaluations de performance confidentielles avaient été modifiées pour suggérer un schéma d'insubordination qui contredisait son dossier réel de service exceptionnel. Des collègues qui avaient auparavant recherché son expertise avaient été avertis que l'association avec lui pourrait nuire à leur propre carrière, l'isolant efficacement du réseau professionnel qui avait soutenu son travail d'enquête. En tant que responsable du projet de numérisation des cold cases, Léo avait découvert des avantages inattendus dans son exil. Il avait un accès légitime à des milliers d'enquêtes non résolues couvrant 6 décennies. Officiellement chargé de scanner des documents et de signaler des connexions potentielles entre des affaires historiques, son espace de travail au sous-sol était devenu un laboratoire analytique sophistiqué équipé de plusieurs moniteurs d'ordinateurs exécutant des logiciels de reconnaissance de motifs avancés capables de traiter simultanément de vastes bases de données. Des algorithmes personnalisés que Léo avait développés pendant ses études supérieures en psychologie criminelle pouvaient analyser des photographies de scènes de crime, des témoignages de témoins et des preuves médico-légales pour identifier des corrélations subtiles que les enquêteurs humains pourraient négliger. Ce que les superviseurs n'avaient pas anticipé, c'est que Léo appliquerait des algorithmes de data mining de pointe pour identifier des relations qui avaient échappé aux enquêteurs pendant des générations. Travaillant seul dans les archives, il avait développé des techniques révolutionnaires combinant le profilage criminel traditionnel avec des systèmes d'intelligence artificielle capables de détecter des motifs subtils à travers des décennies d'activité criminelle. Son logiciel pouvait croiser des emplacements géographiques, des schémas temporels, des données démographiques des victimes et des méthodologies criminelles pour créer des cartes complètes de comportements criminels qui révélaient des connexions s'étendant sur plusieurs juridictions et périodes. L'approche analytique de Léo différait fondamentalement des méthodes traditionnelles de profilage du FBI, qui se concentraient sur des affaires individuelles et des schémas de comportement récents.
Sa perspective historique lui permettait d'identifier des tendances à long terme et des schémas évolutifs dans le comportement criminel qui fournissaient des insights sur la psychologie et la méthodologie des tueurs auxquels les agents actifs ne pouvaient pas accéder. Il avait créé une base de données complète sur le comportement des tueurs en série qui incluait des profils psychologiques, des analyses géographiques et des schémas temporels couvrant 50 ans de criminalité américaine, le rendant particulièrement qualifié pour comprendre les criminels dont les activités transcendaient les frontières investigatives conventionnelles. Les archives du sous-sol étaient devenues le laboratoire personnel de Léo pour comprendre la véritable nature de la criminalité américaine, lui donnant accès à des affaires qui révélaient des schémas systémiques d'échecs institutionnels et d'évolution criminelle. Son travail avait identifié des connexions entre des familles du crime organisé, des réseaux de corruption d'entreprises et des couvertures gouvernementales qui peignaient un tableau inquiétant de la façon dont la richesse et l'influence pouvaient être utilisées pour éviter la responsabilité pour des infractions graves. Cette compréhension plus large des réseaux criminels se révélerait cruciale pour comprendre la motivation de l'alchimiste et son processus de sélection des victimes. Pendant ce temps, 3 étages au-dessus du domaine de Léo, l'agent spécial Isabella Rossi fixait des photographies de scènes de crime qui avaient consumé sa vie depuis 4 mois. La dernière victime gisait contorsionnée dans une installation de stockage chimique. Des brûlures industrielles couvraient 70% de son corps selon des motifs trop précis pour une exposition accidentelle. Le tueur avait utilisé une combinaison d'acide qui créait des brûlures spécifiques tout en garantissant une souffrance maximale avant la mort, démontrant à la fois une connaissance approfondie de la chimie et un mépris total pour la vie humaine. L'analyse médico-légale avait révélé que la victime avait été vivante pendant au moins 20 minutes après le début de l'application chimique, subissant une agonie inimaginable pendant que le tueur observait son spectacle élaboré de justice se dérouler avec une précision méthodique. Gravé dans le béton à côté du cadavre se trouvait le symbole qui hantait ses rêves, l'Ouroboros, l'ancien serpent se dévorant la queue. Le tueur surnommé l'alchimiste avait revendiqué 12 victimes à travers 6 États depuis son apparition 18 mois plus tôt. Chaque mort était plus élaborée et psychologiquement perturbante que la précédente. Les meurtres avaient évolué de simples empoisonnements chimiques à des scénarios de torture élaborés combinant des méthodes d'exécution médiévales avec la chimie moderne, créant des spectacles qui servaient à la fois des objectifs pratiques et symboliques. Isabella avait passé d'innombrables heures à étudier la progression psychologique révélée par les scènes de crimes de plus en plus sophistiquées de l'alchimiste. Les premières victimes avaient été tuées rapidement avec des applications chimiques uniques qui suggéraient de l'inexpérience et une motivation émotionnelle, mais les meurtres récents démontraient une confiance croissante et une créativité sadique qui indiquaient que le tueur tirait une satisfaction psychologique de la souffrance de ses victimes. L'évolution suggérait une escalade dangereuse qui culminerait en perte massive à moins que le tueur ne soit capturé rapidement. Chaque scène de crime contenait des améliorations subtiles en technique et en présentation, indiquant que l'alchimiste apprenait de chaque meurtre et raffinait ses méthodes pour un impact maximal. La réputation d'Isabella avait été bâtie sur une enquête méthodique et des techniques analytiques innovantes qui avaient impressionné ses superviseurs tout au long de sa carrière. Fraîchement sortie de Quantico où elle avait obtenu son diplôme summa cum laude avec des spécialisations doubles en psychologie criminelle et en chimie médico-légale, elle avait gagné une promotion au sein de l'unité d'analyse comportementale grâce à son brillant intellect et à son dévouement infatigable qui produisait des résultats exceptionnels sur des affaires complexes. Sa thèse de doctorat sur les applications de la guerre chimique dans le crime civil avait été classifiée par le département de la Défense en raison de sa valeur potentielle pour les terroristes. Mais cette recherche lui avait donné des insights uniques sur la psychologie des tueurs qui utilisaient la chimie comme arme. Son taux de réussite sur des affaires criminelles sophistiquées l'avait rendue la plus jeune agente spéciale superviseur de l'histoire du bureau. Mais l'enquête sur l'alchimiste menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. La motivation d'Isabella pour la perfection provenait d'expériences d'enfance qui avaient façonné sa compréhension de la justice et de l'échec institutionnel. Grandissant dans une famille italo-américaine de la classe ouvrière à Boston, elle avait été témoin de la lutte de son père contre une négligence d'entreprise qui l'avait laissé handicapé après une exposition chimique au travail que son employeur avait tenté de couvrir. La bataille juridique qui avait suivi avait consumé les ressources de sa famille tout en enseignant à la jeune Isabella des leçons précieuses sur la façon dont la richesse et l'influence pouvaient être utilisées pour éviter la responsabilité pour des crimes graves. La victoire finale de son père au tribunal avait été amère, arrivant des années trop tard pour restaurer sa santé ou sa sécurité financière. Mais cette expérience avait planté des graines de détermination qui allaient propulser la carrière d'Isabella dans les forces de l'ordre. Les enjeux personnels de l'affaire de l'alchimiste résonnaient avec l'histoire propre d'Isabella, créant un investissement émotionnel qui motivait et tourmentait à la fois son enquête.
Chaque victime représentait non seulement un échec statistique, mais un rappel personnel de la façon dont la corruption institutionnelle permettait aux tueurs d'échapper à la justice pendant que des innocents subissaient les conséquences. Ces nuits sans sommeil étaient hantées non seulement par les photographies de scènes de crime, mais aussi par les souvenirs de la santé déclinante de son père et des difficultés financières de sa famille. Des parallèles qui faisaient des victimes de l'alchimiste des extensions de la tragédie de sa propre famille. La sophistication du tueur dépassait tout ce qu'Isabella avait rencontré au cours de ses 7 années de carrière. Chaque scène de crime révélait une connaissance approfondie des procédures policières, des contre-mesures médico-légales et de la psychologie des victimes qui suggéraient soit une formation dans les forces de l'ordre, soit une étude approfondie des techniques d'enquête. L'alchimiste anticipait chaque stratégie investigative, laissant des mises en scène élaborées qui fournissaient une abondance de preuves de planification tout en n'offrant aucune information actionnable sur l'identité ou la localisation. Les scènes de crime étaient orchestrées avec une précision théâtrale, créant des récits symboliques qui communiquaient les justifications morales du tueur tout en narguant les enquêteurs par leur incapacité à empêcher le meurtre suivant. Les victimes semblaient choisies au hasard, sans connexion évidente entre un cadre pharmaceutique dans le Delaware, un superviseur de construction dans le Nevada et un consultant environnemental dans l'Oregon. Les techniques d'enquête traditionnelles avaient échoué à identifier toute relation personnelle, professionnelle ou géographique qui pourrait expliquer pourquoi ces individus spécifiques avaient été ciblés. Le directeur adjoint Thorne avait rendu ses attentes claires lors de briefings hebdomadaires devenus de plus en plus tendus à mesure que l'enquête stagnait. La réputation du bureau souffrait sous les critiques médiatiques incessantes sur leur incapacité à arrêter l'alchimiste, tandis que les comités de surveillance du Congrès posaient des questions inconfortables sur l'allocation des ressources et la compétence investigative qui menaçaient le budget et l'autonomie de l'agence. La pression politique des familles des victimes et de leurs connexions influentes avait élevé l'affaire au statut de priorité nationale, rendant l'échec inacceptable pour des raisons tant de carrière qu'institutionnelles. Isabella disposait de ressources illimitées et d'un soutien administratif, incluant l'accès à des laboratoires spécialisés, des consultants experts et des logiciels analytiques avancés représentant la pointe de la technologie médico-légale. Mais 4 mois d'enquête intensive n'avaient produit aucun suspect viable ni aucun progrès significatif vers la prévention du meurtre suivant. La percée de Léo était venue pendant l'analyse systématique de l'accident industriel de Sterling Coal de 2014. L'affaire avait été rapidement clôturée après que les enquêteurs avaient déterminé qu'une défaillance d'équipement avait causé une explosion chimique, tuant 2 cadres de l'entreprise. Mais Léo avait remarqué des incohérences qui suggéraient une explication plus sinistre. Les motifs de brûlure sur les 2 victimes montraient des preuves d'application chimique directe plutôt que d'une exposition accidentelle lors d'un accident industriel. La distribution des brûlures chimiques sur les corps des victimes était trop symétrique et précise pour résulter d'éclaboussures aléatoires pendant une explosion, suggérant que des produits chimiques avaient été délibérément appliqués pendant que les victimes étaient retenues ou inconscientes. Les rapports du médecin légiste avaient noté des traces de sédatifs dans le sang des 2 victimes, indiquant qu'elles avaient été incapacitées avant que les brûlures chimiques ne soient infligées, tandis que les images de vidéosurveillance révélaient un ouvrier de maintenance en équipement de protection complet qui n'avait jamais été identifié ni interrogé par les enquêteurs. Des photographies de la scène de crime montraient des graffitis que les enquêteurs originaux avaient écartés comme du vandalisme sans rapport. Quand Léo avait amélioré les images à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de motifs sophistiqué, il avait identifié le contour grossier d'un serpent se dévorant la queue gravée dans un mur de béton près de la zone de stockage chimique. Le symbole était à peine visible sous les débris industriels et la suie de l'explosion, mais sa présence suggérait que l'alchimiste était actif depuis près de 3 ans de plus que quiconque ne le réalisait. L'incident de Sterling Coal n'était pas un accident isolé, mais le premier crime connu d'une campagne soigneusement planifiée de justice vigilante qui avait évolué vers la série de meurtres actuels. Le croisement de l'affaire Sterling Coal avec les meurtres récents de l'alchimiste avait révélé un schéma inquiétant qui expliquait le processus de sélection des victimes du tueur et sa planification stratégique à long terme. Chaque personne ciblée avait été impliquée dans des couvertures d'entreprises, des catastrophes environnementales ou des violations de sécurité qui avaient causé des dommages importants à des innocents tout en évitant des poursuites pénales grâce à des technicalités légales, des influences politiques ou de la corruption institutionnelle. Le cadre pharmaceutique avait supprimé des données d'essais cliniques montrant qu'un médicament contre l'arthrite causait des complications cardiaques fatales chez les personnes âgées, permettant au médicament de rester sur le marché pendant 3 années supplémentaires pendant que des centaines de seniors mouraient d'événements cardiaques évitables. Le superviseur de construction avait falsifié des rapports de sécurité, cachant des défauts structurels qui avaient ensuite provoqué l'effondrement d'un centre commercial pendant la période des fêtes, tuant 47 personnes et en blessant des centaines d'autres.
Le consultant environnemental avait aidé une entreprise chimique à dissimuler une contamination des eaux souterraines affectant des milliers de résidents ruraux, entraînant des grappes de cancer et des malformations congénitales qui avaient dévasté des communautés entières. L'alchimiste ne sélectionnait pas ses victimes au hasard, mais éliminait systématiquement des individus dont les crimes impunis avaient causé des dommages généralisés à des innocents. Le tueur possédait des informations internes non disponibles dans les dossiers publics ou les médias, suggérant un accès à des fichiers gouvernementaux confidentiels, des documents d'entreprise ou des réseaux de lanceurs d'alerte documentant des couvertures institutionnelles couvrant des décennies. Le niveau de détail requis pour ce type de sélection de victimes indiquait soit des ressources d'enquête étendues, soit des connexions au sein d'agences réglementaires, des forces de l'ordre ou des services juridiques d'entreprise. L'email que Léo envoya à l'adresse officielle du bureau d'Isabella était soigneusement rédigé pour éviter les filtres de sécurité automatisés tout en démontrant des références d'enquête légitimes et une expertise analytique. Plutôt que de rester anonyme, il s'identifia comme superviseur du projet de numérisation des cold cases et demanda une réunion confidentielle pour discuter de connexions potentielles entre des affaires historiques et des enquêtes en cours. Son message incluait une analyse détaillée de l'affaire Sterling Cole, complète avec des photographies améliorées, des reconstructions de chronologie et des profils psychologiques qui démontraient la qualité de son travail analytique. L'approche de Léo était délibérément professionnelle et respectueuse des protocoles du bureau, reconnaissant l'autorité d'Isabella tout en offrant sa connaissance spécialisée comme une ressource plutôt qu'une critique de son enquête. Le scepticisme initial d'Isabella s'évapora quand elle examina l'analyse complète de Léo sur l'affaire Sterling Cole et ses connexions avec les meurtres de l'alchimiste. Son identification du symbole Ouroboros dans des photographies négligées par les enquêteurs originaux démontrait des compétences analytiques équivalentes à sa formation médico-légale, tandis que son profil psychologique du coupable révélait des insights qui s'alignaient parfaitement avec ses propres évaluations préliminaires. Plus important encore, sa chronologie reliant l'accident industriel au meurtre récent fournissait la première théorie cohérente sur la motivation de l'alchimiste et son processus de sélection des victimes, qui expliquait la planification sophistiquée du tueur et sa préparation extensive. La qualité du travail de Léo était immédiatement apparente pour quelqu'un possédant la formation et l'expérience d'Isabella, révélant des méthodes analytiques qui combinaient des techniques de profilage criminel traditionnelles avec des algorithmes de data mining avancés capables d'identifier des motifs à travers de vastes bases de données d'activité criminelle. Leur partenariat commença prudemment, Isabella menant des entretiens officiels tandis que Léo fournissait un soutien analytique via les canaux appropriés établis pour la consultation d'experts. Elle découvrit que sa réputation d'insubordination reposait sur un seul incident impliquant Thorne, dont la réaction aux conclusions de l'enquête terroriste de Léo avait été disproportionnellement sévère compte tenu de la qualité du travail analytique. Les motivations politiques derrière l'exil de Léo étaient immédiatement apparentes pour quelqu'un possédant la compréhension d'Isabella des politiques du bureau, rendant clair que son transfert aux archives était punitif plutôt que basé sur la performance, faisant de lui une ressource précieuse mais sous-utilisée pour des enquêtes complexes nécessitant une perspective historique. Travaillant dans le cadre des protocoles établis, Isabella obtint l'autorisation de consulter Léo via le programme de témoins experts du bureau, qui permettait à des spécialistes externes de fournir un soutien analytique pour des enquêtes complexes. Sa connaissance complète des affaires historiques fournissait un contexte auquel les agents actifs ne pouvaient pas accéder, tandis que son logiciel de reconnaissance de motifs identifiait des connexions entre des enquêtes apparemment sans rapport qui avaient intrigué les forces de l'ordre pendant des années. Leur collaboration révéla que les crimes de l'alchimiste faisaient partie d'une campagne plus large ciblant des individus dont les positions dans les entreprises ou le gouvernement avaient permis d'échapper à la responsabilité pour des infractions graves. L'enquête s'accéléra dramatiquement quand Léo identifia Marcus Delroy comme suspect potentiel en croisant des spécialistes militaires de la guerre chimique avec des consultants en sécurité industrielle qui avaient travaillé pour des entreprises liées aux victimes de l'alchimiste. Le passé de Delroy expliquait la méthodologie sophistiquée qui caractérisait les meurtres. Son service dans l'armée avait inclus une formation spécialisée en démolition et en armes chimiques, des compétences adaptées à des applications civiles pendant une carrière lucrative aidant les entreprises à minimiser leurs responsabilités pour des accidents au travail et des catastrophes environnementales. Les dossiers militaires révélaient que Delroy avait été décoré pour son service dans des unités de guerre chimique où il avait développé une expertise dans la création de réactions chimiques précises pour des applications tant offensives que défensives. Sa transition vers le conseil civil avait été très réussie, avec des entreprises du Fortune 500 payant des honoraires substantiels pour son expertise dans la prévention d'accidents au travail tout en minimisant la responsabilité légale quand les mesures préventives échouaient.
La transition de Delroy de consultant en sécurité à tueur à gages avait commencé 3 ans plus tôt quand sa fille adolescente Sarah avait été tuée dans un accident de bus scolaire causé par des freins défectueux dont le fabricant savait qu'ils étaient dangereux, mais avait choisi de ne pas les rappeler pour des raisons de coût. Des documents internes de l'entreprise avaient révélé plus tard que les cadres avaient calculé que les règlements de poursuite pour les victimes d'accidents coûteraient moins cher qu'un rappel complet des freins, faisant de la mort de Sarah une décision commerciale délibérée plutôt qu'une tragédie inévitable. La couverture subséquente orchestrée par Morrison Klein & Associates, le même cabinet d'avocats d'entreprise qui avait géré plusieurs autres affaires impliquant les victimes de l'alchimiste, avait empêché des poursuites pénales tout en protégeant les intérêts financiers de l'entreprise grâce à des règlements scellés et des accords de non-divulgation qui empêchaient la couverture médiatique des freins défectueux. La perte de sa fille avait brisé la foi de Delroy dans les institutions américaines et l'avait transformé d'un résolveur de problèmes professionnels en un instrument méthodique de vengeance. Sarah avait été son unique enfant, né tard dans son mariage avec une femme morte d'un cancer du sein quand Sarah avait 10 ans. La fille était devenue son monde entier. Une adolescente brillante et compatissante qui prévoyait d'étudier les sciences environnementales à l'université pour aider à prévenir le genre de négligence d'entreprise qui avait endommagé tant de communautés. Sa mort avait représenté non seulement une tragédie personnelle, mais la destruction de tout ce que Delroy croyait sur la justice et la responsabilité dans la société américaine. La transformation du père endeuillé en tueur systématique avait été graduelle mais inexorable. Initialement, Delroy avait poursuivi des recours légaux, embauchant des avocats et menant sa propre enquête sur les défauts des freins qui avaient tué sa fille. Son expertise en sécurité industrielle lui avait permis de documenter la connaissance du fabricant des défauts et sa décision délibérée d'éviter les rappels. Mais les avocats d'entreprise avaient réussi à supprimer ces preuves grâce à des manœuvres procédurales et des règlements scellés qui empêchaient la divulgation publique. Le système juridique que Delroy avait respecté tout au long de sa carrière s'était révélé être un outil pour protéger les criminels d'entreprise plutôt que pour rendre justice à leurs victimes. À mesure que les voies légales se fermaient, le chagrin de Delroy s'était métamorphosé en une fureur froide qui exigeait des solutions plus directes. Son expertise en chimie et ses connexions d'entreprise lui avaient fourni à la fois les moyens et les cibles pour une campagne de justice vigilante qui réussirait là où le système judiciaire avait échoué. Utilisant son vaste réseau de contacts d'entreprises, il avait commencé à documenter systématiquement des cas de malversation d'entreprises et de couvertures institutionnelles, constituant des dossiers complets sur des cadres, des fonctionnaires gouvernementaux et des consultants dont les actions avaient permis à des crimes graves d'échapper à la justice. Chaque cible potentielle représentait non seulement un criminel individuel, mais un symbole de la corruption systémique qui avait tué sa fille et d'innombrables autres victimes innocentes. L'enquête d'Isabella révéla que Delroy avait systématiquement documenté des malversations d'entreprises pendant 2 ans avant de commencer sa série de meurtres, constituant des dossiers complets sur des cadres, des fonctionnaires et des consultants dont les actions avaient permis à des crimes graves d'échapper à la justice. Sa liste de cibles incluait plus de 40 individus à travers de multiples industries, faisant de lui une menace sans précédent pour les dirigeants d'entreprises et la surveillance réglementaire à travers les États-Unis. L'ampleur de sa campagne de vengeance planifiée suggérait des années de meurtres supplémentaires à moins qu'il ne soit capturé rapidement, chaque crime ultérieur étant vraisemblablement plus élaboré et destructeur que le précédent. La percée exposant l'implication du directeur adjoint Thorne vint par une analyse patiente des dossiers financiers et des schémas de communication qui révélaient sa connexion avec Morrison Klein & Associates, le cabinet d'avocats d'entreprise qui avait géré l'affaire de Sarah Delroy. Des relevés bancaires montraient Thorne recevant des paiements de consultation déguisés en honoraires légaux pour fournir des informations sur des enquêtes du FBI qui pourraient menacer les clients du cabinet, y compris des avertissements avancés sur des accusations pénales potentielles et des procédures de grand jury qui permettraient aux entreprises de préparer des stratégies défensives. Le réseau de corruption s'étendait au-delà du simple partage d'informations à un sabotage actif d'enquêtes qui menaçait les intérêts puissants des entreprises. La corruption de Thorne expliquait pourquoi l'enquête sur l'alchimiste avait été systématiquement détournée loin de pistes productives et de stratégies investigatives qui auraient pu identifier Delroy des mois plus tôt. En tant que superviseur responsable de l'allocation des ressources et de la planification stratégique, il avait empêché l'équipe d'Isabella d'accéder à des bases de données cruciales, d'interroger des témoins clés et de poursuivre des lignes d'enquête qui auraient pu exposer sa connexion avec les crimes. Son assignation d'Isabella à l'affaire n'avait pas été une reconnaissance de ses capacités, mais un calcul selon lequel son expérience limitée avec les affaires de corruption l'empêcherait de reconnaître les obstacles institutionnels placés sur son chemin. La découverte que son superviseur sabotait activement l'enquête créa une situation dangereuse pour Isabella qui exigeait une navigation prudente des politiques du bureau et des procédures légales.
Les protocoles standards exigeaient de signaler une corruption suspectée aux affaires internes. Mais la position de Thorne et ses connexions politiques en faisaient un adversaire redoutable qui pourrait détruire sa carrière avant que toute enquête ne soit conclue. Au lieu de cela, elle choisit de travailler secrètement avec Leo pour construire un dossier inattaquable exposant l'ampleur complète du réseau criminel de Thorne tout en protégeant sa propre position au sein du bureau. Leur enquête secrète s'intensifia quand Leo découvrit que son implication avait attiré une attention hostile de personnes ayant des raisons d'empêcher la capture de l'alchimiste. Son accès d'informatique était surveillé par quelqu'un possédant des privilèges administratifs qui traquait ses schémas de recherche et ses découvertes analytiques, tandis que ses communications personnelles étaient interceptées et analysées pour des menaces potentielles au réseau de corruption. Plus sinistrement, des équipes de surveillance avaient été observées près de l'école de Maya, et son adresse personnelle avait été consultée plusieurs fois par des utilisateurs dont les identités étaient cachées derrière des protocoles de sécurité bureaucratiques. La pression psychologique d'une surveillance constante commença à affecter la relation de Leo avec Maya, qui remarqua l'anxiété accrue et le comportement paranoïaque de son père sans comprendre la source de sa peur. Le matin où Leo découvrit le symbole Ouroboros gravé sur l'entrée principale de son immeuble, il réalisa que l'affaire était devenue une menace directe pour la sécurité de sa fille. Quelqu'un avait contourné la sécurité de l'immeuble pendant la nuit et laissé une carte de visite, servant à la fois d'avertissement et de promesse. L'enquête de Leo avait été remarquée par des personnes prêtes à blesser un enfant pour protéger leur secret. Le message était sans équivoque et terrifiant, transformant un puzzle intellectuel en une situation de survie personnelle qui exigeait une action immédiate. La réponse d'Isabella démontra à la fois son intégrité professionnelle et son engagement personnel envers leur partenariat. Plutôt que de s'éloigner de quelqu'un qui était devenu un fardeau, elle utilisa les ressources du bureau pour fournir une protection à la fois à Leo et à Maya tout en déplaçant leur travail analytique vers une installation sécurisée où la surveillance hostile ne pourrait pas surveiller leur progrès. Des marshals fédéraux furent assignés pour fournir une protection discrète à Maya pendant les heures d'école, tandis que l'immeuble de Leo reçut des mesures de sécurité supplémentaires qui détecteraient toute tentative d'intrusion future. Isabella arrangea pour que leur travail analytique soit conduit dans une installation classifiée avec des contre-mesures électroniques qui empêcheraient la surveillance extérieure de leurs communications et systèmes informatiques. Sa volonté de risquer sa propre carrière en protégeant un collaborateur non autorisé révéla la profondeur de son investissement tant dans l'affaire que dans l'homme qui l'aidait à la résoudre. Travaillant 18 heures par jour dans le lieu sécurisé, Isabella et Leo construisirent un profil complet révélant l'ampleur totale de la campagne de vengeance de Delroy. Sa liste de cibles incluait non seulement des cadres d'entreprise et des fonctionnaires gouvernementaux, mais aussi des avocats, des consultants et des figures médiatiques qui avaient aidé à couvrir des crimes qui avaient coûté la vie à sa fille. Le symbole Ouroboros n'était pas seulement une carte de visite, mais une promesse que le cycle des crimes impunis serait brisé par l'élimination systématique de tous ceux impliqués dans la facilitation de malversations d'entreprises. Leur analyse révéla des schémas psychologiques suggérant que Delroy construisait vers un final spectaculaire qui maximiserait à la fois les victimes et l'impact symbolique. Leur enquête révéla que Delroy approchait du climax de sa campagne, ayant méthodiquement travaillé à travers des cibles de bas niveau tout en se préparant pour un assaut final sur les figures les plus puissantes de son réseau. Ses prochaines victimes seraient vraisemblablement les associés principaux de Morrison, Klein & Associates, des individus dont les morts enverraient un message sans équivoque sur la responsabilité d'entreprise tout en complétant sa quête personnelle de justice. Le timing suggérait qu'il planifiait une attaque coordonnée qui éliminerait plusieurs cibles simultanément, créant une attention médiatique maximale tout en garantissant que son message sur la corruption d'entreprise atteigne le public le plus large possible. La confrontation avec Delroy eut lieu au siège de Morrison Klein & Associates, le cabinet d'avocats d'entreprise qui avait géré l'affaire de Sarah et des dizaines d'autres couvertures impliquant les victimes de l'alchimiste. Isabella arriva s'attendant à empêcher un événement à victimes massives, mais se retrouva face à un exécuteur méthodique qui avait passé 3 ans à planifier le crime parfait qui éliminerait des cibles tout en exposant leurs crimes à l'examen public. Le bâtiment avait été piégé avec des dispositifs incendiaires sophistiqués qui garantiraient la destruction complète à la fois des cibles humaines et des preuves documentaires qui pourraient exposer des décennies de corruption institutionnelle. Delroy avait positionné des bombes chimiques à travers les zones de stockage de documents du bâtiment, planifiant de détruire des décennies de preuves liées à des couvertures d'entreprises tout en éliminant les avocats responsables d'empêcher des poursuites pénales pour des infractions graves. Son crime final servirait de multiples objectifs, complétant une vengeance personnelle tout en révélant la corruption institutionnelle qui avait permis à d'innombrables crimes d'échapper à la justice à travers les institutions américaines.
L'attaque était prévue pendant une réunion des associés qui garantirait un maximum de victimes parmi la direction senior du cabinet, créant une destruction symbolique de l'infrastructure juridique qui protégeait les criminels d'entreprise. Le rôle de Léo dans la confrontation finale se déroula via des canaux de communication sécurisés, fournissant à Isabella une analyse psychologique en temps réel et des conseils tactiques basés sur sa compréhension de la motivation et de l'état mental de Delroy. Depuis le centre de commandement du FBI, Léo surveillait les caméras de sécurité à travers le bâtiment tout en coordonnant avec les équipes tactiques et les spécialistes en désamorçage de bombes, travaillant pour empêcher à la fois les victimes massives et la destruction de preuves cruciales qui pourraient exposer des décennies de corruption institutionnelle. Ces insights sur les schémas comportementaux de l'alchimiste se révélèrent cruciaux pour prédire les réponses de Delroy à divers scénarios tactiques. Le profil psychologique que Léo avait développé s'avéra crucial quand Delroy tenta de justifier ses crimes par une confession détaillée révélant l'ampleur complète du réseau de corruption qu'il avait découvert. Son besoin de validation intellectuelle et de reconnaissance morale créa l'ouverture dont Isabella avait besoin pour empêcher la destruction de preuves tout en minimisant les victimes pendant sa reddition éventuelle. L'arrestation fut accomplie par une manipulation psychologique plutôt que par une confrontation violente, préservant à la fois des vies et des preuves documentaires qui exposeraient la corruption systémique permettant aux crimes d'entreprise d'échapper à la justice à travers les institutions américaines. L'exposition du réseau de corruption de Thorne représentait plus qu'une résolution réussie de l'affaire pour Isabella et Léo. Leur partenariat avait démontré que les enquêtes les plus difficiles du FBI exigeaient des ressources intellectuelles transcendant les frontières bureaucratiques traditionnelles, combinant l'analyse historique avec des techniques d'enquête contemporaine pour obtenir des résultats qu'aucun des deux n'aurait pu accomplir indépendamment. La carrière d'Isabella fut sécurisée par ce succès à haut profil. Tandis que les contributions de Léo garantissaient sa restauration au service actif avec des responsabilités accrues et une reconnaissance à travers la communauté des forces de l'ordre, l'affaire avait révélé une corruption systémique atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement et du leadership d'entreprise, créant des effets en cascade qui remodèleraient les pratiques des forces de l'ordre américaines pour des décennies à venir. L'approbation de Maya de la présence croissante d'Isabella dans leur vie reflétait sa reconnaissance que l'agente représentait à la fois une stimulation intellectuelle et une stabilité émotionnelle, complétant le brillant analytique de son père. Isabella avait abordé leur relation avec une attention méthodique aux détails, caractérisant son travail professionnel, bâtissant la confiance via des intérêts partagés en mathématiques et en sciences plutôt que d'essayer de remplacer la mère décédée de Maya ou de rivaliser pour l'attention et l'affection de Léo. Leur relation s'était développée naturellement à travers des séances de résolution de problèmes collaboratives, où l'intelligence précoce de Maya complétait l'expertise investigative des adultes. Le retour officiel de Léo à l'unité d'analyse comportementale vint avec la reconnaissance que sa perspective unique, développée à travers des années d'études de schémas historiques, fournissait des insights qui ne pouvaient pas être reproduits par des programmes de formation standards. Sa capacité à identifier des connexions à travers des décennies d'activités criminelles s'était avérée inestimable pour comprendre les menaces contemporaines. Tandis que son expérience en tant que parent célibataire lui avait donné une maturité émotionnelle, améliorant son objectivité analytique et son jugement professionnel dans des affaires complexes impliquant des dynamiques familiales. La direction du bureau, embarrassée par le scandale Thorne et impressionnée par les contributions de Léo à sa résolution, lui offrit un poste senior avec une autonomie significative et des ressources. La promotion d'Isabella au rang d'agente spéciale superviseur vint avec une assignation à une nouvelle unité créée axée sur des enquêtes complexes impliquant la corruption institutionnelle, les crimes d'entreprise et des auteurs sophistiqués qui avaient auparavant évité les poursuites grâce à la richesse et à l'influence politique. Leur partenariat s'était avéré si efficace que la direction du bureau décida de formaliser leur collaboration, créant une équipe spécialisée combinant l'analyse historique avec des techniques d'enquête contemporaine pour s'attaquer à des affaires que les approches traditionnelles avaient échoué à résoudre. L'unité servirait de modèle pour des stratégies innovantes des forces de l'ordre qui reconnaissaient la nature interconnectée de la criminalité contemporaine. La scène finale de leur transformation eut lieu un vendredi soir quand Isabella apparut au nouveau bureau de Léo en portant un dîner d'un restaurant italien haut de gamme. Maya passait le week-end avec des amis d'école, offrant la première opportunité à Léo et Isabella d'admettre les sentiments personnels qui s'étaient développés parallèlement à leur partenariat professionnel à travers des mois de collaboration intense et de dangers partagés. L'approche d'Isabella était caractéristiquement directe, reflétant la confiance qu'il avait rendue réussie tant dans l'enquête que dans les relations personnelles tout au long de sa carrière. Restaurant italien, 20h vendredi soir, annonça Isabella en posant les contenants sur le bureau de Léo et en rencontrant ses yeux avec une intention sans équivoque qui communiquait à la fois un respect professionnel et une affection personnelle. Ne sois pas en retard.
La réponse de Léo combina une appréciation intellectuelle avec une vulnérabilité émotionnelle, reconnaissant que l'invitation d'Isabella représentait plus qu'un dîner ou une compagnie occasionnelle. Leur expérience partagée en enquêtant sur l'alchimiste avait créé des liens transcendant la collaboration professionnelle, connectant deux personnes dont le dévouement à la justice et à la vérité les avait réunis malgré les obstacles institutionnels et les dangers personnels qui avaient menacé à la fois leur carrière et leur vie. L'affaire qui avait failli détruire leur carrière à tous les deux avait plutôt fourni la base pour un partenariat promettant d'améliorer leur efficacité et leur bonheur pour les années à venir. Leur succès avait démontré la valeur de combiner différents types d'expertise, prouvant que les enquêtes les plus complexes du FBI exigeaient une diversité intellectuelle plutôt qu'une conformité bureaucratique. La résolution de la campagne de Delroy et l'exposition du réseau de corruption de Thorne avaient créé de nouvelles opportunités pour des agents dont les capacités transcendaient les frontières organisationnelles traditionnelles, établissant des précédents pour des approches innovantes de la criminalité contemporaine qui influenceraient les pratiques des forces de l'ordre à travers les institutions américaines. La transformation d'un exil isolé à un partenariat respecté représentait la rédemption pour Léo et Isabella, prouvant que le talent et le dévouement pouvaient surmonter les préjugés institutionnels et l'obstruction bureaucratique quand ils étaient appliqués avec suffisamment de persistance et de courage moral. Chambers and CT now. Yo, I'm cooked. Yeah, you peek, you're dead. I said I had the jump. You just told me My turn. I'll do that side. How? Last player standing. Ugh, we shouldn't have played this game. Like, just because we won, I knew we weren't gonna fucking. Is this Che also? That's Cole? No, it's just the hidden names. Rakan and the hidden names. Bro, the bot fragging didn't care about this Cole. Yeah. Oh, But just last avoided game, on this one. last game, I'm pretty sure Another Dorena fight? or Rakan Clean carried. slate. One of them carried. Let's leave last whatever game. happens anyone in have the fun? past. I mean, they're just My doubling up next- too much shower. My next idea is fucking send it with shotguns or some shit. Or like spam I it did with that last shotguns. round and he had a shotgun. Oh, he died. Honestly, we can avoid this. We just need somebody to like sit here and hold it, so we don't get swung off of. Well, they're just gonna wrap around, and if you smoke here, they're just gonna peek out with their Every shotguns. choice matters. So just fucking send it C. You know, that one always plays garden and one plays window, and that's it. Hawk out. Well, no one's even in garden. Fire in the hole. Someone's hungry. Yo, one's close. I take that back. Scout destroyed. You just break my shit. Get fast, rotated. Yo, Let's you're rotate, so close. rotate. That spy carrier's down. Oh my I god. bite your trail. We got TP'd on. I try to come I back, know. bro. I was running from the rocket team. Last player standing. Wait, nobody's there. All three sides. Dan, thanks for the raid. Cynthia Ray, thank you so much. Huh? Thank you for coming. How was your stream? You got this. You got this. Terminus. One on your left, one pushing left. Oh my fucking god. They're That wall really just ate my bad. bullets. I'm Okay, either done Loki, after this game. let's go or- 5. We're gonna Last smoke here. round before the Smoke switch. here. I'm gonna push elbow with my ult. But all the things need to tell him like Smoke where? fire. You're gonna smoke. Who's going It's like CT? 5 I'm gonna hours. push Okay, elbow I with feel ult. you. The addiction's Okay, real, I bro. like that. I like The that, addiction's bro. real. I can buy one. Somebody chamber request. I'm opting. Did you at least win your game? Alright, so do you want a gun? By the way, let's go 5 on. Sure, 5 on. dude. Come on, go. Don't bring Spike Cuckoo. Shotgun? Hawk out. Blinded. Hold on. Breaking them. Gone buddy out. Wow, that caught. Go, go, go. I need somebody else to be Go. first. Time to hunt. Go, 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 go. Just go, just go. Just fucking go. He's elbow. Yo, how did I fucking miss? Last player standing. Oh my god. B. I Okay, can't okay. aim. This is our side. This is our side. Oh, at least you went even. Let's chill. Or did you lose my RR then? You won. Switching sides. Let's chill. Yeah, game's over, Lucky. Let us see what they have planned for us this Oh, time. I don't- did we even smoke What's anything one here, more? did we? I did. Oh, we smoked too early. By the time we were out, they were gone. Yeah.
What's one more loss? Yeah. Yeah, one more loss. Let's go. Actually, I don't even know. I've been losing more R than I have been gaining. So even if I was, is it working? No. I had to switch off of it. Hawk out. Gotta be A. Blinded. Hawk out. Blinded. He's in the smoke. He's in the smoke. Multiple enemies A. Oh, he's rapid, bro. What did they do? 97 clove. Last player standing. Like, I'm getting pushed here somehow. Spike By the planted. time I'm rotated. Yeah, I don't know what it is, Razzie. I just was struggling with the. I had to restart it 3 different times. Trust me, they will make mistakes. And somehow I Once threw they a do, nade here and hit take 3 people with advantage. it. How come I can't Yeah, play you well wrapped this it, game bro. either? I don't understand. I think both of these games are just really rough, to be honest with That you. doesn't matter. Like, I just can't aim against them. Instead of thinking about holding an angle, just go for the push. Like, if you're gonna play showers, then just go for the wide angle peek and go for the peek. But like, I swung him when they're all Yeah. peeking here. So what else am I supposed to do? Yeah, but you swung into one or multiple? Sky, are you Multiple. okay? Well, that makes a difference. What the fuck, dude? Like, Show me a target. yeah. Refreshing. So he's playing triple. Spike planted. Oh my Showers. I think they're both. They have Yeah, some what's buttons that? there. You said one tap. One enemy remaining. We got flanked? How is... I don't know. I ran through B. That was still a Okay, which gun to pick good this ass time? eco, yeah. Hell yeah, girl. Can't really fucking lose. Hawk out. Holy shit. I'm one shot. Yo! That's on his head, bro. One more. Focusing. Breaking One more. Never mind. Spike down B. That's hard. One enemy remaining. 80. Nice. Unknown. Could have, I don't know. Maybe could have gone elbow. I Could don't have know. an elbow. Oh fuck! I'm cooked here now. Last player standing. Oh, bomb's That's outside the weird. hookah. Bruh. He just picked up the bomb right now. He stays here. These guys are weird. I honestly have no idea. He knew you were psyched though, so I don't know. Wait from. 30 seconds left. Nice. Good job. Hands are so sweaty. He's sweaty. Got nervous. See? I got him for you, girl. When we go out there, someone dies. Mind fucking them. Carry that weight. It's mental warfare. Thanks, man. No problem. Might as well play it out. What the fuck? Come on. No, bro, we're not winning this shit. I'll have more fun asleep. Wait, that was you that threw it up? Yo, real shit. I thought that was ISO. No, that was ISO. Oh, I tossed yeah, I that did yeah. not thing do up. that. Yeah, I did expected not that do out of ISO. Facts, That's bro. I'm not gonna surrender. I just know Hawk it. out. Actually, we Hey. can come back. There's one outside of Blinded. hookah. Careful, careful. There's one lurking here. I think. What? There was one lurking. I heard him make a step outside over here. Like he ran away and goes back in.
down A. They're concussed. Just hold that site. Oh, Reina's? protect Default. all my loot. There's a chance they TP. I was about to say. Why? So you played Heaven, bro, while I was fighting? No. Huh? Yeah, I this got guy sounds mine like my too. friend Jeff. This guy- They could Over walk there. out- Knew it was they- gonna happen though. They could walk out garden, I guess. This guy getting laid the fuck out. Oh, I got mine. Fuck on it. He's literally only attacking me! This Clove is 6 and 16! Wait, what did Clove say? No, this ISO said, you know what's funny? This guy getting laid out. I got mine! I literally got mine! Oh, what the fuck? He's on 0 30 for me. seconds left. Who's on 0? ISO, for some planted. reason. He's 8 and Dude, 13. you did not say No, no, anything no, no, about volume. planting. What the fuck? They're planting. They're planting. His volume for some reason was on 0 this whole game. They have planted. I just thought he didn't come. One's in lamps. Close in lamps. What do you mean? The ISO was literally talking shit to us at the beginning of the game. Last player standing. Sick. Yo, No, he 'cause toggled. I typed in chat earlier and I was